Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton qui met en lumière les acteurs qui font rayonner la Bretagne par leurs initiatives et leurs projets. Pour ce premier épisode, nous sommes allés à la rencontre de Jean Coinon, dirigeant de l'agence marketing AOC à Brest. L'entretien a été enregistré fin octobre, avant le second confinement, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Jean est un entrepreneur particulièrement présent dans le paysage économique finistérien, entre AOC, Produits en Bretagne et la Brest Marketing Academy. C'est également une des références bretonnes du social selling. Mais on en a assez dit, place à l'entretien et bonne écoute. Bonjour Jean, et merci de nous recevoir ici dans les locaux de l'agence AOC à Brest pour le premier entretien de Plein Phare. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, ainsi que l'agence AOC ? Très bien, merci à tous les deux d'être venus. Donc je m'appelle Jean, j'ai 41 ans, je suis le dirigeant d'une agence de conseil en marketing qui s'appelle AOC. J'ai 3 enfants, une femme, une vie bien remplie comme beaucoup de gens bien évidemment. Et cette agence ici, c'est une histoire en fait très forte et très étroite que j'ai avec elle, puisque cette agence a 17 ans et j'ai 17 ans d'histoire avec elle. On est une agence de conseil en marketing spécialisée dans la relation client. En gros, notre métier suit les 3 grandes étapes de la relation client. C'est comprendre ce qu'il attend pour construire en fait les offres de demain avec lui. La deuxième étape, c'est l'acquisition client. Soit on va chercher des clients, soit on les amène à nous. On pourra en reparler tout à l'heure. Et puis la troisième et dernière étape, c'est l'amélioration de son expérience pour simplement conserver effectivement et fidéliser les clients. Donc ça, c'est le métier de l'agence. On est une équipe de équivalent temps plein 8 personnes sur l'année avec des métiers qui sont finalement assez diversifiés dans tout ça. On a des métiers d'accompagnement stratégique, donc sur plutôt la partie stratégie commerciale et stratégie digitale. On a des métiers qui sont plus dans l'action, comme l'animation de communautés digitales, Facebook, Instagram, etc. Et puis LinkedIn également très fortement. On a des métiers également de marketing opérationnel, puisqu'on a un petit centre de relations clients qui est spécialisé en B2B. Voilà, quand il faut aller chercher du client, on rentre dans l'action. Et on a aussi une casquette de cabinet d'études, où là, on va faire des études consommateurs, soit des études dites quantitatives, soit des études dites qualitatives. Voilà en gros les métiers effectivement de l'agence. On va repartir un petit peu en arrière. Pendant tes études, tu as travaillé en alternance pour Actia en tant que responsable des études marketing internationales. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas, Actia est un groupe français présent à l'international et spécialisé dans les composants électroniques. Une fois ton diplôme en poche, tu as quitté Actia pour AOC, une toute petite agence qui vient d'ouvrir à Brest. Pourquoi tu n'as pas poursuivi ta carrière dans un grand groupe ? Ouais, alors ça m'est venu très très tôt en fait cette idée-là. Pourquoi j'avais pas envie de travailler dans un grand groupe ? Certainement parce que j'avais une vision quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant. Je suis quelqu'un d'assez iconoclaste, je suis quelqu'un d'assez autonome, quelqu'un finalement d'assez indépendant. Je le suis toujours aujourd'hui. C'est une philosophie que je suis et il y a quelque chose que j'aimais bien dans l'idée d'avancer dans mon parcours professionnel, c'était l'idée d'entreprendre. Et dans cette idée d'entreprendre, c'était d'avoir une possibilité d'être en mode tube à essai. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir essayer des choses très rapidement pour avancer, pour le cas échéant innover. Et ça me paraissait compliqué dans un plus grand groupe. Voilà. C'était ma vision effectivement à l'époque. Alors c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une grosse structure dans laquelle j'ai appris énormément de choses parce qu'il y a aussi des belles vertus à travailler dans un grand groupe sur la structuration, sur tout un tas d'éléments, parfois aussi les moyens qui peuvent être mis à disposition. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Mais je me suis aussi vite rendu compte que bien évidemment, il y avait quand même quelque chose qui était lié à l'inertie. Et l'inertie, c'est un truc que j'ai du mal à supporter finalement. Donc voilà, ça m'est venu assez rapidement. Alors pour être aussi complètement honnête avec vous, je pensais pas que ça allait tout de suite se passer comme ça. On va raconter un peu l'histoire tout à l'heure, mais je pensais aussi égrener mes premières années dans quelques grands groupes peut-être, ou moyens, ou PME, etc. Et qu'à un moment donné, l'idée d'entreprendre allait germer. Et puis ça s'est passé autrement en fait. Voilà. Alors justement, Jean, tu nous parlais de ton envie d'entreprendre. Au bout d'1 an chez AOC, on te propose d'entrer au capital de la société. Est-ce que tu pourrais revenir sur cet épisode qui a dû être relativement marquant pour toi ? Moi, c'était une volonté des associés. Alors, ce qui est marrant, c'est que finalement, j'ai une histoire très profonde avec l'agence parce que quand j'arrive et que je fais mon premier entretien d'embauche, j'ai 3 associés en face de moi. Enfin, il y avait 3 associés, j'en avais 2 en face de moi et je ne comprends rien de ce qu'ils me racontent, en fait. Ils viennent de créer l'agence, mais qui en fait est un concept dans leur idée. Ils rachètent un centre de relations clients et ils vont autour de ça créer une agence spécialisée dans la relation client. Mais le projet, il n'est pas encore excessivement net. Mais ça me plaît bien parce qu'à la limite, je suis jeune, moi je viens de sortir de l'école et je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Alors je commence par une première mission qui dure 6 mois, et puis au fur et à mesure, il y a une sorte d'espace vide, en fait. La nature a horreur du vide. J'ai des associés qui sont des gens qui ont énormément de qualité, d'expérience, qui sont beaucoup plus âgés que moi, mais qui ont aussi leurs propres activités à côté. Et quand tu es dans une agence comme celle-ci, dans une petite entreprise, il faut plutôt y être à 150% qu'à 50%. Donc il y avait besoin d'une sorte de coordination, etc., qui s'est faite au fur et à mesure. Et donc, possibilité de façonner effectivement cette agence, de vraiment bien poser quelles étaient ses activités, ses développements, etc. Et je pense qu'au bout d'un an, ce qui a germé dans leur tête, c'était un mode de fonctionnement assez ouvert en termes de management, c'était de se dire, pour aussi fidéliser des collaborateurs, certains collaborateurs, c'est l'idée de leur ouvrir le capital. C'était 5% effectivement à l'époque qu'ils m'offraient, c'était sympa. C'était aussi dans le cadre d'une vraie fidélisation et lié aussi à une vraie implication. Je trouvais que c'était assez intéressant. Et comment est-ce que tu as réagi quand les associés t'ont fait cette proposition ? Comment j'ai réagi ? C'est vrai que je m'en souviens presque comme si c'était hier finalement. Plutôt de façon positive. Forcément, il y a un aspect très valorisant là-dedans. Tu sais aussi pourquoi ils le font, même si tu es jeune. Tu sais qu'il y a cet élément de se dire, quand tu rentres au capital, on te fidélise, quoi. Tu pars pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, donc je l'ai plutôt pris de façon très positive. Et puis après, c'est monté en fait progressivement. Aujourd'hui, tu es seul à la tête d'AOC. Est-ce que tu pourrais nous retracer ton parcours de ton entrée comme salarié en 2004 Ouais, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui ? Le parcours, il a été finalement assez simple. Je commence par entrer comme chargé d'études et puis très vite, je prends une casquette de responsable grand compte. Donc là, avec aussi une casquette assez commerciale. Et puis, au fur et à mesure, se fait le cheminement où j'ai cette double casquette entre l'accompagnement de nos clients, bien évidemment, et la partie développement commercial, qui est un truc qui m'a toujours plu dans tous les cas. Et au fur et à mesure, ça s'est plutôt structuré comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a une place assez centrale qui se fait, je le dis avec beaucoup d'humilité, je le disais tout à l'heure, simplement que la nature a horreur du vide. Je ne prends pas l'aspect gérance, qui pourrait être très sincère avec vous, m'allait très très bien, mais par contre, sur la partie management global de l'entreprise, coordination et développement client, là-dessus, j'ai vite fait d'avoir une place plus prépondérante. Et donc ça, c'est ce cheminement assez naturel qui se fait. Et puis la vie de l'entreprise fait qu'en 2008-2009, on avait monté effectivement une filiale dans un domaine qui était l'événementiel. Et c'est une filiale sur laquelle c'est très compliqué l'événementiel en fait, dans la réalité. C'est certainement une erreur stratégique à cette époque-là. L'entreprise effectivement AOC se porte très bien, sa filiale se porte moins bien. Les deux sont liés juridiquement. Ça, c'est un peu embêtant. Donc forcément, à un moment donné, l'une pouvait entraîner l'autre vers le fond du trou, en fait, très simplement, alors qu'AOC a un magnifique potentiel derrière. Mes deux associés se retirent, vendent effectivement l'entreprise à une autre entreprise, en fait, de Quimper. À ce moment-là, je n'ai pas forcément les moyens de racheter le fonds de commerce, mais je souhaite accompagner cette cession et ce développement. Donc je deviens directeur opérationnel pendant 5 ans, puis au bout de 5 ans, on avait apuré de toute façon toute cette partie-là au départ, on a mis en place un plan stratégique qui fonctionne, et du coup, la gérante de l'époque me propose de reprendre simplement cette agence-là, sentant encore une fois avec beaucoup d'humilité que quelque part j'étais chez moi et que c'était mon bébé, tu vois. Donc voilà, donc je la rachète intégralement, seul. Alors bien évidemment, quand je dis seul et qu'on est en couple, qu'on est marié, qu'on est en famille, ça se fait forcément avec sa femme. Mais on va dire, en termes de capitaux, effectivement, aujourd'hui, je suis le seul associé, quoi. Voilà en gros le cheminement. Quand tu es devenu présidente d'AOC, comment tu t'es adapté à ce rôle ? Est-ce que ça a été un grand changement pour toi ? Le changement, il n'était pas énorme parce que dans la réalité, depuis très longtemps, je me suis investi comme si c'était chez moi. Donc, quand j'étais associé minoritaire, même, j'ai dû finir à un moment donné à une 30aine de % des parts avec les premiers associés. Quand j'étais directeur opérationnel, j'ai toujours fonctionné comme si c'était aussi chez moi. Donc, je me suis toujours investi en fait de la même manière. Donc, finalement, quand les affaires étaient bonnes, je dormais plutôt bien. Quand les affaires étaient moins bonnes, je dormais plutôt bien aussi. Mais forcément, voilà, j'ai jamais senti qu'un statut de salarié me mettait plus à l'abri qu'un statut de dirigeant en fait. Et ça, c'est la réalité des choses. Donc, finalement, j'avais plus de légèreté parce qu'aujourd'hui je pouvais prendre toutes les décisions, aller plus vite qu'avant et les prendre en mon âme et conscience et mesurer les risques sans avoir besoin de les soumettre à quelqu'un d'autre. Et pour moi ça a été une super libération. Et est-ce que tu penses que cette implication résulte de ton état d'esprit
ou est-ce que c'est quelque chose que les associés de l'époque ont su détecter et développer? Alors, certainement, bien évidemment, il faut rendre aussi le fait que leur mode de management, finalement, très impliquant, très participatif, a contribué à ça, indéniablement. Ça serait certainement faux de dire l'inverse. Et puis, il y a des éléments, comme chacun, qui sont innés, qui sont liés au caractère. Encore une fois, c'est compliqué de parler de soi. Encore une fois, je peux avoir cette qualité ou ce défaut-là, mais clairement, quand je m'investis dans quelque chose, je le fais jamais à moitié. Ou alors je dis non, mais je le fais jamais à moitié. Et finalement, très vite, ils ont eu aussi l'occasion de me laisser cet espace-là. Voilà. Et ça aurait pu ne pas être le cas, et certainement que je serais parti à un moment donné. Donc c'est vraiment un équilibre des deux, entre ce que j'ai souhaité, ou en tout cas ce qui est inné chez moi, et surtout ce qu'ils m'ont aussi proposé. Et ça, bien évidemment, il faut que je le rende. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est la même chose avec tes salariés actuels? Non, c'est différent. Je pense que j'étais dans une posture qui était un tout petit peu différente. Je pense que ce qui est important dans une équipe, c'est d'avoir un équilibre de beaucoup de choses. Si tout le monde, dans une équipe, absolument tout le monde, 100%, a des velléités, comment dire, à un moment donné, je sais pas moi, de devenir entrepreneur ou intrapreneur ou de devenir dirigeant, etc., ça peut pas fonctionner. Je crois que c'est typiquement comme dans une équipe de sport collectif, il faut des gens en défense, des gens devant, il faut des gens qui distribuent le ballon au milieu, etc. Et ça, je pense que c'est une vraie force. Je connais aucune entreprise qui peut fonctionner qu'avec des gens qui assument leur mission dans leur périmètre et d'autres qui veulent tous, effectivement, demain, prendre leur envol en toute liberté. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important. Donc, pour répondre à ta question, non, mais je pense que c'est sain aussi. Donc, tu as forcément un équilibre de tout ça dedans. Et puis, il y a peut-être des gens qui nous quitteront un jour pour eux-mêmes être entrepreneurs ou qui, peut-être un jour, j'en sais rien, souhaiteront rentrer au capital de l'entreprise. Voilà, c'est toute la surprise de la vie. Alors, on parlait de l'écoute des salariés, mais chez AOC, c'est l'écoute des clients qui est au cœur de vos prestations. Pourquoi est-ce que tu penses que les questionnaires, les sondages, les tables rondes consommateurs sont aussi importantes pour le développement d'une entreprise? Et qu'est-ce que ça dit de cette entreprise? Pour moi, déjà, c'est absolument nécessaire. Et de toute façon, c'est même logique. Je pense qu'il n'y a même pas d'argument à devoir établir, échafauder là-dessus. C'est essentiel. Et je pense de toute façon que ces dernières années, les entreprises ont compris qu'on ne pouvait pas construire demain sans impliquer ceux qui sont les principaux intéressés, c'est-à-dire nos clients, et les clients de nos clients, bien évidemment. Ça, c'est le premier élément. De deux, puisqu'on est dans un contexte, dans une conjoncture qui bouscule tout le monde, qu'est le Covid, on se rend compte aussi que nous, on a une explosion de la demande de nos clients pour écouter leurs clients. Ça, c'est quand même un élément aussi qui est assez essentiel aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est un peu structurel depuis des années et c'est très conjoncturel depuis quelques mois. Donc ça, c'est aussi un indicateur que l'on a. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses. Premier élément, c'est aussi important de solidifier, de consolider sa base client. Deuxième élément qui est ultra important, c'est qu'on sait que l'effet de recommandation aujourd'hui, il est extrêmement prégnant. Donc, plus que la fidélisation, on doit être dans la recommandation qui est un acte militant du client. Donc, non seulement il doit être content, fidèle et donc satisfait, mais en plus, il doit avoir une expérience qui lui permette de devenir ce qu'on appelle promoteur. Sans ça, c'est compliqué de toute façon d'avoir cette expérience optimum, c'est-à-dire sans essayer de comprendre là où elle est bonne, là où elle est améliorable. Et le deuxième élément, c'est quand on va construire les offres de demain, les produits de demain, les solutions de demain, ça me paraît un non-sens de ne pas impliquer celui qui va en être bénéficiaire demain, c'est-à-dire le client. Voilà, donc pour tous ces éléments-là, je pense surtout qu'il y avait eu un retard pendant plusieurs années des entreprises. Ouais. Tu parlais d'impliquer le client. Parmi vos prestations, on retrouve les enquêtes mystères. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Ouais, alors c'est effectivement l'une des activités qui va dans ce volet-là de l'amélioration de l'expérience client. Alors très simplement, c'est quoi un client mystère? C'est un client à qui l'on va demander d'aller effectuer un achat ou un rendez-vous. Alors ça peut être dans différents domaines, hein. Je vais peut-être commencer par là, ça peut être dans le domaine de l'immobilier, ça peut être dans le domaine de l'automobile, ça peut être dans le domaine de l'hôtellerie, ça peut être dans le domaine du prêt-à-porter. En règle générale, ça se fait là où il y a des points de vente, bien évidemment. Ça peut se faire par téléphone, en physique ou par Internet, ce qu'on appellera un internaute mystère qui, lui, va revivre aussi l'expérience d'achat en e-commerce. Le client mystère est quelqu'un qui va retracer l'intégralité de l'expérience client. Donc, il va la revivre comme si lui était client. Il arrive même parfois que les clients qu'on va envoyer, exemple dans une concession automobile, soient déjà lui-même à la recherche d'un véhicule. Donc, il est un
un faux vrai client ou un vrai faux client. Et l'idée, c'est qu'on va construire avec nos clients à nous les scénarios que doivent suivre les clients mystères. Les scénarios sont très light, c'est juste qu'il faut qu'ils se fondent dans la peau d'un vrai client. Il faut qu'ils soient cohérents avec un vrai client. Premier élément. On va construire aussi une grille d'évaluation, puisqu'il faut qu'on puisse identifier les items, les grands marqueurs qu'on va évaluer dans toute cette expérience client. Bien évidemment, est-ce que je suis bien accueilli? Est-ce que je me sens bien dans l'endroit où je suis arrivé? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que la phase de découverte est bonne? Etc. Et puis on déroule jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion, voire pourquoi pas le rappel d'un commercial 2 jours après. Voilà, donc on refait toute cette expérience-là. Donc ça, c'est un gros intérêt pour l'entreprise d'identifier là où sont ses points forts dans l'expérience et là où sont ses axes d'amélioration. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule le recrutement des clients mystères? C'est finalement important qu'ils soient cohérents avec les vrais profils des consommateurs de nos clients. Donc on identifie en fait un certain nombre de profils, presque des personas, on ne va pas tout à fait jusque-là quand même. Si on envoie un client tester une marque premium, il faut fondamentalement que le client qu'on envoie soit lui-même aussi potentiellement un vrai client demain. Ça c'est important. Et après nous on a des panels dans lesquels on va puiser, ou on recrute également via les réseaux sociaux quand on a des profils sur lesquels on est un peu sec dans notre panel. Tu évoquais le Covid tout à l'heure, qui a provoqué un certain nombre de prises de conscience et une évolution des demandes de tes clients. Comment ça se passe aujourd'hui pour AOC, en pleine période de crise sanitaire, et quelles sont les perspectives d'évolution? Disons qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est un gros coup de masse aux alentours du 16 mars dernier, bien évidemment. On a un certain nombre de nos activités, vous l'avez compris, qui sont directement liées au fait que nos clients puissent travailler. S'ils ne travaillent pas, on a du mal à travailler pour eux dans nos activités. Et le deuxième élément, donc vous l'avez compris, on a aussi une activité d'étude. Et il y a un moment donné, tu ne pouvais pas envoyer des enquêteurs mystères dans des points de vente qui n'étaient pas ouverts, bien évidemment. Tu ne pouvais pas faire des tables rondes de consommateurs pour réunir des gens lorsqu'à un moment donné, tu n'en avais pas le droit, bien évidemment. Les marques étaient plus trop motivées à ce moment-là à écouter leurs clients, pensant qu'il y aurait une influence du contexte beaucoup trop forte et que ça allait tronquer les réponses. Ce qui était vrai à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un élément de contexte qui est important à prendre en compte. Donc là, aujourd'hui, elles l'ont comprise. Donc ça, c'est la première étape du confinement. On avait une bonne partie de l'équipe qui était arrêtée, très clairement. Et nous, derrière ce gros coup de masse, on a fait le constat une fois que c'était comme ça, et on a regardé devant comment nous, on pouvait aussi réagir. Alors, on avait à côté de ça certaines activités d'accompagnement commercial et stratégie digitale qui étaient en train d'exploser, parce que les clients se rendaient compte qu'il fallait être très bon, et notamment au moment de la reprise, et notamment dans la partie digitalisation, avec certainement un retard assez important. Donc ça a plutôt très bien fonctionné. Et après, nous, dans le déploiement de l'agence, il y a un certain nombre de sujets de fond qu'on avait et qu'on a avancé. On avait une grosse migration CRM qui était prévue plutôt sur la fin d'année. On l'a avancé au moment du confinement, sur laquelle on va arborer toute notre nouvelle stratégie digitale aussi. Donc finalement, on l'a pris comme un moment où c'était justement un acte de résilience, un acte pour aller de l'avant. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui était hyper important pour nous d'être en mode combat, quelque part. Et aujourd'hui, on va dire après cette deuxième période, on va dire qu'il y a la période de reprise de l'année scolaire, depuis le mois de septembre. Là, on sent effectivement qu'il y a une envie des entreprises d'avancer. Tout le monde navigue à vue, de toute façon. Demain, on ne sait pas ce qui peut se passer, et peu importe, à la limite, ce qu'il faut, c'est que tout le monde navigue à vue. De toute façon, dans notre métier, nous, on navigue à vue depuis 17 ans, quasiment, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc les perspectives, pour l'instant, sont plutôt bonnes, moins mauvaises, a priori, sur différents marchés que ce qu'on nous a laissé entrevoir. Donc, encore une fois, comme c'est compliqué d'avoir un raisonnement, même à moyen terme, de toute façon, aujourd'hui, il faut prendre les choses telles qu'elles sont aussi au jour le jour, sur des marchés qui ne se portent pas trop mal, d'autres qui sont un petit peu plus complexes certainement, mais nous, on avait abordé une diversification de nos marchés clients il y a déjà 2 ans de ça, qui n'avait donc strictement rien à voir avec la prévention d'une période Covid, et je pense que ça avait été de bon augure, parce que ça nous évitait de mettre tous les œufs dans le même panier. Et vous savez, économiquement, il y a toujours, de toute façon, Covid ou pas, des domaines d'activité qui se portent bien, d'autres qui se portent moins bien. Il y a quelques années, c'était l'agricole qui n'allait pas très bien. Aujourd'hui, l'agricole se porte plutôt bien, effet inverse. L'agroalimentaire se porte plutôt pas mal, alors que d'autres secteurs comme la RHD
Restauration hors domicile, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un équilibre de portefeuille client. Et coup de peau pour nous, on avait retravaillé stratégiquement tout ça il y a 2 ans. Et côté client, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées en difficulté. Qu'est-ce que tu as constaté avec les clients que tu accompagnes? Il y a 2 questions en une, j'ai envie de dire. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a trois tiers qu'on peut observer. Il y a des clients plutôt de taille, structure à taille humaine, donc de la TPE, PME, qui sont sur des marchés, on va dire déjà porteurs, et sur lesquels ils sont loin d'avoir consommé le potentiel. Ces entreprises-là vont bien. Et ce qu'elles nous demandent aujourd'hui, c'est de les aider à se structurer encore plus commercialement pour justement se mettre dans les meilleures conditions pour aller consommer, on va dire, ce potentiel. Ensuite, il y a le deuxième cas de figure qui sont plutôt les très grosses structures dans des domaines assez industriels où là, on sent que pour eux, c'est le flou artistique qui est un peu plus présent. Parce que déjà, ce sont des entreprises qui ont été relativement échaudées par la crise de 2008 et l'après-crise qui, objectivement, a quand même duré un petit moment, qui ont déjà vécu des restructurations, etc., etc. Et donc là, fondamentalement, on sent que c'est forcément un peu moins offensif et un peu plus défensif. C'est un petit peu notre ressenti. Et puis, il y a des marchés qui ne sont pas fondamentalement ébranlés. Le marché de la banque, le marché de l'assurance, par exemple, qui ne nous semblent pas fondamentalement ébranlés, et donc qui poursuivent leur cheminement. Donc voilà, on a un petit peu ces 3 tiers-là. Et du coup, est-ce que tu as changé ton mode d'accompagnement? Nous, fondamentalement, on n'a pas changé notre mode de fonctionnement. On a toujours eu dans l'ADN très fort d'accompagner très en proximité nos clients. En gros, l'investissement à leur côté, balancer de la débauche d'énergie, c'est un truc qui est hyper important pour nous. Ce qui nous fatigue tout seul de temps en temps d'ailleurs. Mais je pense qu'il y en a encore plus besoin qu'avant, mais ce marqueur-là, il ne change pas en fait. La débauche d'énergie, c'est pas qu'avec vos clients. AOC, on en a parlé, mais tu es aussi fondateur de la Braise Marketing Academy. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors restons humbles, déjà je suis que cofondateur, puisque nous étions 5 personnes au comité de pilotage dans cette fondation-là. Écoute, c'est une initiative, c'est une émanation en fait de Produits en Bretagne à l'origine. En 2 mots, c'est une discussion un jour qui se fait entre Nathalie Lavirotte, qui est également cofondatrice de la Braise Marketing Academy, qui est une marketeuse bretonne, mais qui à l'origine n'était pas en Bretagne, en tout cas, qui d'ailleurs n'est pas d'origine bretonne, qui l'est aujourd'hui par adoption. Quand elle est arrivée ici, elle s'est rendue compte que c'était pas si simple de se retrouver dans un écosystème marketing et communication et de trouver ses marques, de pouvoir partager, de pouvoir réseauter dans le sens de l'apprentissage. Tu vois, on parle d'académie, je vais y revenir tout à l'heure. Et c'est une discussion qu'elle a pu avoir avec Loïc Hénaf, président de Produits en Bretagne. Et à un moment donné, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a ce groupe de travail qui a été créé. AOC a fait une étude pour essayer de capter les attentes des gens du marketing et de la communication en Bretagne. Là, pour le moment, c'était autour des membres de Produits en Bretagne. Et puis, on est sorti effectivement le concept de la Braise Marketing Academy. C'est quoi la Braise Marketing Academy? En 2 mots, c'est un réseau qui est un réseau de partage et d'apprentissage dédié aux marketeurs et aux gens de communication, là-dedans vous avez bien compris au sens large avec le digital, mais vraiment dédié à ces métiers-là, pour pouvoir, venir effectivement s'entraider les uns les autres, et venir aussi apprendre, soit à des moments de rendez-vous qui sont des moments à dimension locale, Finistère, Côte d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique, soit dans une dimension régionale. On vient juste de faire une grosse conférence régionale sur le marketing d'influence. Voilà, donc il y a à peu près 3 conférences régionales par an et il y a 3 à 4 rencontres d'ordinaire, on va dire, actuellement le contexte est un peu différent, en local dans chaque département pour que les gens puissent venir partager et échanger. Donc c'est vraiment un réseau, mais qui est un réseau d'apprentissage et qui est un réseau d'échange avec une cible qui est très précisément définie. C'est pour le marketing, la communication et le digital. Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec d'autres réseaux, comme le BNI par exemple? Il y a des différences qui sont énormes. Bon, par exemple, si on parle du BNI, c'est un réseau d'affaires. Là, on est dans un réseau d'échange, de formation, d'apprentissage, qui d'abord est très ciblé, c'est ce que je venais d'expliquer juste avant, qui a en plus pour vocation, de travailler sur des sujets qui sont demandés et remontés par l'ensemble des membres. En plus, c'est un réseau qui est gratuit aujourd'hui. On compte j'ai plus tous les chiffres en tête, mais plus d'1 millier de membres sur l'ensemble du territoire breton. Donc c'est assez spectaculaire. Et c'est vrai que c'est vraiment un réseau qui est très dédié avec un positionnement qui est excessivement clair. Donc soit, ce que je disais, on remonte des attentes en fait des membres,
qui nous sollicitent sur un certain nombre de sujets, soit on essaye de leur apporter un coup d'œil, un coup en avance sur des sujets pas très éculés, sur des sujets qui vont peut-être les éveiller. Le premier, on l'a fait sur le marketing sonore, avec une des pointures mondiales qui est Mickaël Boumandil, qui notamment son agence a travaillé sur le jingle SNCF, Michelin, etc., etc. Personne ne nous aurait demandé le marketing sonore. Donc on a aussi cette envie d'être dans la projection et dans l'ouverture d'esprit. Mais encore une fois, c'est un réseau, c'est certainement le premier réseau en France dédié au marketing et à la communication, mais vraiment aussi avec ce phénomène de je viens apporter des choses et je viens retirer des choses. Voilà, c'est bien la Braze Marketing Academy, et comme ça porte bien son nom, on est vraiment là pour apprendre des choses et y apporter aussi des choses. Et aujourd'hui, vous continuez à accueillir de nouveaux membres, ou est-ce que vous êtes arrivé à un point d'équilibre? Non, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors on invite tous les gens, tous les Bretons, parce que c'est sur le territoire breton que ça se passe. C'est pas une question d'être entièrement encarcané en Bretagne. Par contre, c'est ouvert aux non-membres de Produits en Bretagne. C'est une initiative de Produits en Bretagne, mais qui est ouverte à tous les gens de marketing et de communication de Bretagne. Voilà, la seule chose qu'on leur demande, c'est d'avoir au moins une casquette marketing et com, parce qu'un dirigeant d'entreprise peut très bien avoir cette casquette-là, hein, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui serait absolument pas du métier, finalement, aurait du mal peut-être à apporter également, puisque vous l'avez bien compris, c'est un partage qui va véritablement dans les deux sens. Et de toute façon, le réseau continue de croître, et plus on avance, plus il continue effectivement de croître. Et on sent qu'il y a une grosse demande aussi. Donc, Tu parlais de Produits en Bretagne à travers la Braze Marketing Academy. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce label, est-ce que tu peux nous le présenter rapidement ? Alors c'est marrant, tu as dit quelque chose qui est intéressant, tu as dit label, parce que c'est vrai que finalement Produits en Bretagne, ce sont deux choses. C'est un label, hein, c'est une marque, un repère consommateur que vous retrouvez effectivement sur des produits, sur du pâté, sur des saucisses, sur des galettes, sur tout un tas d'autres boissons que je ne citerai pas, mais dont vous avez compris qu'elles faisaient partie des petits plaisirs du quotidien. Voilà, donc on le retrouve sur tout un tas de produits, et à ce moment-là, c'est un repère pour le consommateur. Et ce repère-là fait dire au consommateur, bien évidemment, que ce produit est fabriqué et transformé de façon substantielle avec un savoir-faire breton, ça c'est un élément essentiel, et que quand il l'achète, il a aussi un acte de soutien à l'emploi breton. Voilà. Donc c'est un repère pour lui, pour pouvoir peut-être privilégier effectivement dans son mode de consommation et dans ses achats ces produits-là, et qui a une corrélation directe avec un impact économique positif sur les entreprises, et donc in fine, puisque c'est le cheval de bataille de Produits en Bretagne depuis sa fondation, qui est la défense et la création de l'emploi et la défense de l'emploi. Ça, c'est le premier élément, c'est le point de vue du consommateur final. Il y a un deuxième point de vue qui est moins connu aujourd'hui. Il y a plus de 400 membres dans Produits en Bretagne, et statistiquement et numériquement, plus de la moitié sont du collège service, globalement. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose comme ça. Donc des entreprises qui n'ont pas forcément des produits ou des services à destination du consommateur final. Et donc, à ce titre-là, Produits en Bretagne, c'est aussi un réseau en fait, d'entreprises qui vont fonctionner dans un intérêt commun, soit parce qu'elles vont aussi apprendre les unes des autres, soit parce qu'elles vont créer ensemble effectivement des projets, participer à des commissions hautes pour défendre le territoire, mais aussi pour interagir, et toujours dans un intérêt très fort, qui est la défense, bien évidemment, de l'emploi local. Donc c'est aussi une marque, c'est aussi un réseau, et c'est aussi un repère, effectivement, pour une entreprise de peut-être regarder autour d'elle un certain nombre d'autres entreprises avec lesquelles elle peut collaborer en tant que fournisseur, en tant que client, en tant que partenaire. Et dans cette période de crise qu'on traverse actuellement, et où en plus viennent s'agréger des visions consommateurs, de consommer local, de circuits courts, etc., est-ce que le fait d'être adhérent à Produits en Bretagne a bénéficié à ses membres pour traverser cette période un petit peu compliquée ? Alors déjà, c'est vrai que on ne croit pas ici à l'effet d'opportunisme en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des communications d'opportunisme partout en France en disant non, en fait, il faut consommer local, il faut consommer français ou autre. Il me semble que ça ne doit pas dater d'hier, cette affaire-là. C'est vrai que Produits en Bretagne a été excessivement précurseur au début des années 90 sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que c'est un réseau, un label qui n'est pas un réseau ni un label opportuniste, qui est un vrai réseau de conviction. Ça, c'est un élément qui est important. En fait, ils ont créé le consommer local bien avant tout le monde. Deuxième élément, nous, par exemple, à l'agence, on est membre depuis 10 ans et membre très actif, très impliqué. Donc ça fait 10 ans qu'on est convaincus, tout en étant ouvert sur l'extérieur. On a des clients partout en France, attention, il n'y a pas que la Bretagne dans la vie non plus, mais on est convaincus que d'abord, si on trouve des compétences en local,
alors ça vaut le coup, bien évidemment, à compétences équivalentes, à positionnement équivalent, d'abord aussi de les faire travailler parce que ce sont aussi nos clients de demain, potentiellement, ce sont les emplois de demain, les emplois de nos enfants de demain. Donc on a toujours été convaincus de ça. Et je pense que justement une entreprise qui est membre de Produits en Bretagne aujourd'hui, comme elle est dans un réseau avec une marque qui n'est pas une marque opportuniste et qui en plus a été une marque très innovante, sur ce sujet-là, beaucoup de marques territoriales et de labels de terroirs, finalement, se sont pas mal inspirés de Produits en Bretagne. Ça montre aussi à ces entreprises-là qu'elles étaient intégrées dans un réseau qui était finalement assez visionnaire. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, ces repères-là ne peuvent aller que dans le bon sens, puisqu'il y a une sorte de réveil collectif en se disant, mais finalement, consommer local, c'est pas si mal. Voilà. Et c'est vrai aussi, assez bêtement, qu'on est sur un territoire, la Bretagne, qui est parfois un peu laissé pour compte, à Paris ou autre, je ne rentre pas dans des considérations politiques, mais donc c'est aussi un moyen de s'entraider aussi les uns les autres sur le territoire, sur ce territoire à 5 départements. Donc je pense que ça n'a que des vertus, et surtout en ce moment. Et être membre de Produits en Bretagne, qu'est-ce que ça représente pour AOC ? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Et à contrario, qu'est-ce que vous, agence AOC, vous apportez au réseau Produits en Bretagne ? C'est incroyable, j'ai plus les statistiques en tête du nombre de jours de membres bénévoles qui sont donnés à l'association. C'est colossal et ça c'est absolument génial. Donc nous on essaye de mettre notre petite contribution depuis 10 ans aussi là-dedans, en étant très impliqués dans le réseau. Donc voilà ce qu'on essaye d'apporter, comme tout le monde, des idées, du temps, de la réflexion, des petites mains. Voilà ce qu'on essaye d'apporter pour que le réseau fonctionne. Et ce que je trouve intéressant, c'est un réseau qui fonctionne pour les territoires et pas uniquement pour la personne. Donc ça je trouve et pour l'entreprise. Donc ça je trouve que c'est hyper intéressant. Alors qu'est-ce que ça nous apporte ? Plusieurs choses. Souvent on me dit, est-ce que tu as un effet de levier business direct ? Écoute, si je fais le rapport de ce qu'on a investi comme temps avec l'apport effet business, je ne peux pas le calculer aujourd'hui, mais je pense qu'on est déficitaire et ce n'est pas du tout l'objectif pour moi aujourd'hui. Si je devais dire quels sont nos grands bénéfices clients, c'est l'intérêt intellectuel. À chaque fois qu'on y va, on rentre dans des sujets, dans des projets qui sont absolument géniaux. 2, il y a quelque chose de très important, vous l'avez compris, on est une petite entreprise et quand on fait partie du réseau de Produits en Bretagne, il y a un côté très intéressant pour l'ensemble de l'équipe de se sentir faire partie de ce mouvement-là qui est un mouvement qui est très sain. Donc on rentre dans un gros collectif qui a des valeurs qui sont en phase avec les nôtres. Donc ça c'est génial. On peut participer par exemple au trophée des salariés Produits en Bretagne, au jeu des salariés qui s'appelle Trug, dont la 2e édition est en train de se dérouler. Donc il y a un effet quelque part d'effervescence collective qui est génial et d'avoir aussi toute une équipe qui se sent très proche. On les envoie à l'Assemblée Générale, elle voit toute la puissance de ce que ça développe. Donc il y a vraiment, moi je trouve, un effet sur la dynamique de l'entreprise qui fait qu'on est petit et des fois on a l'impression d'avoir les moyens ou la possibilité de grosses structures. Donc ça c'est absolument génial. Ouais, l'autre élément vraisemblablement c'est que on doit être repéré comme Produit en Bretagne, donc il y a forcément ce côté aussi régional, dimension régionale qui est forte et puis certainement de la notoriété. Ouais. On va s'éloigner un peu de Produits en Bretagne et parler de marketing et de communication pour AOC. Déjà, petite question SEO. Avec un nom comme AOC, comment les internautes vous trouvent et est-ce que tu sais ce qu'ils recherchent pour tomber sur? C'est une bonne question. Oui, c'est un sacré bordel. Si tu tapes AOC sur Google, tu sais, je suis toujours parti du principe dans la vie qu'il y a toujours une somme d'avantages et une somme d'inconvénients. On a l'avantage d'avoir une marque qui est excessivement mémorisable, sur lesquels on nous dit aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, mais on est toujours très attentif à ça, qu'elle traverse le temps. Donc ça c'est hyper important, parce qu'il y a des marques qui traversent le temps, d'autres qui le traversent moins. Il y a certainement des meilleures marques que la nôtre, et il y en a certainement des moins bonnes, mais elle traverse le temps. Donc ça c'est un gros avantage, et elle est mémotechnique, quoi, quelque part. Donc ça c'est un élément qui est hyper important. À côté de ça, c'est sûr qu'en SEO, c'est pas le plus simple, mais comme tu le sais, en SEO, c'est pas tellement la marque qu'on va rechercher, ou une entreprise, ou alors c'est assez simple, tu tapes AOC Brest, tu tombes dessus. C'est plutôt l'ensemble des activités sur lesquelles on va travailler et qui doit être mis en phase avec la problématique d'un client dans son parcours d'achat. On a un travail, c'est vrai, à faire là-dessus. Je pense qu'on est bon sur les réseaux sociaux, nos marqueurs, nos indicateurs de retour nous montrent que ça fonctionne plutôt pas mal, notamment sur LinkedIn, qui est un réseau B2B. Et sur le SEO de notre site, il a le défaut
de devoir défendre toutes ces activités-là qui ont une logique dans la notion de relation client, mais qui sont forcément pas toutes convergentes et en termes de mots-clés et en termes de recherche. Donc justement, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait largement avancé un de nos gros projets qui était la restructuration de notre stratégie digitale avec au milieu de ça un outil, CRM, on est en train de travailler là-dessus. On a une assistante marketing qui nous rejoint d'ici 1 mois pour mettre en place toute la stratégie qu'on a réfléchi avec Gwen qui est ma femme et ma chargée de marketing digital également. Donc on a réfléchi en fait à tout ça et maintenant on va mettre tout ça en musique. Et notamment le fait de fragmenter, de travailler par exemple sur la landing page, la page d'atterrissage pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui nous permettrait justement d'être beaucoup plus précis sur certains métiers et beaucoup plus focus aussi. Voilà. Donc on a encore un travail à faire là-dessus pour être très clair. On parlait de SEO, de landing page, de réseaux sociaux. On pourrait ajouter à la liste le SIA, la vidéo, etc. Est-ce que le marketing aujourd'hui pour toi doit être 100% digital ? Alors je vais te dire une chose dans tout ce que je fais. Je ne veux pas parler que de moi, mais bien évidemment, vous me posez la question. Fondamentalement, je n'oppose jamais les styles. Je ne suis pas quelqu'un qui oppose les styles parce que je ne comprends pas qu'on puisse opposer les styles. J'écoute des vinyles et j'écoute Deezer. Et j'ai aucun problème avec ça. Et on me dit, mais d'accord, mais à quel moment t'écoutes quoi ? Justement, ça dépend du moment, ça dépend du temps que j'ai en face de moi, ça dépend de l'expérience que j'ai envie de vivre. Et avec le marketing, c'est scrupuleusement de la même manière. On va toujours devoir adapter le canal, le support et les messages en fonction de ce qu'on appelait tout à l'heure les personas, c'est-à-dire des cibles, des typologies de clients, de consommateurs qu'on veut vouloir toucher. Je sais qu'il y a des agences tout digitales qui vont croire qu'au digital, il y a peut-être des centres de relations clients qui vont penser qu'il n'y a que le marketing téléphonique dans la vie. Nous, on pense que ça dépend du moment, ça dépend des clients, ça dépend du message, et que l'omnicanalité, c'est un élément qui est absolument essentiel. Parce que nos clients, ils ont 2 yeux, 2 oreilles, en principe, ils ont aussi une bouche et un nez, en principe. Et donc, il faut qu'on puisse toucher à ces sens-là de façon très différente. Et donc, à partir de ce moment-là, mettre tous ces œufs dans le même panier, ça n'aurait pas de sens. Va essayer de toucher une population de petits artisans demain en passant uniquement par LinkedIn. Il y en a, mais tu n'auras pas la grande masse. Là, tu vas te prendre les pieds dans le tapis. À côté de ça, va essayer de toucher un start-upper en phase de croissance exponentielle avec uniquement du marketing téléphonique, tu auras aussi énormément de mal. Donc tout ça, c'est juste un jeu de réflexion. Et c'est toujours pour ça qu'on s'est dit que nous, on ne veut pas être une agence généraliste, puisqu'après, on segmente bien les spécialités chez nous. On veut être une agence à guichet unique, avec différentes spécialités qui viennent se coordonner les unes avec les autres. Et puis après, il y a des trucs qu'on ne sait pas faire. Et quand on ne sait pas faire, on passe par des partenaires qui, eux, savent faire. Parce que c'est important que chacun soit bon dans son élément, mais surtout, c'est important que tout cet écosystème-là se parle bien. Pour toi, Jean, qu'est-ce qui est le plus important pour avoir une bonne stratégie marketing ? Les fondations ? Alors les fondations, tu vois, j'en travaille énormément en ce moment et c'est très très clair. Si tu pars pas de ta mission de l'entreprise, si tu ne te projettes pas sur l'ambition du ou des dirigeants, ou de la dirigeante et des dirigeantes, et les ambitions, alors derrière tu échafaudes un plan d'action qui en fait ne découle de rien. Parce que demain dans une entreprise, tu changes de dirigeant dans la même entreprise, tu changes fondamentalement d'ambition, de vision, de philosophie. Parce que c'est intuitu personné. À l'époque, j'ai fait partie du CJD, il y avait un truc très bien qui disait « Dans 5 ans, je rêve que ». Si on commençait tous par écrire cette vision-là et reliée à l'ambition, on verrait bien que c'est très intuitu personné. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui essaye d'échafauder un plan marketing sans avoir une vision claire de là où ceux qui sont censés embarquer la boutique, s'ils ne sont pas très clairs, si c'est le brouillard, etc., tu ne peux pas échafauder un plan d'action. J'ai eu la chance un jour d'être formé par des forces spéciales qui sont à Lorient, là, vous savez, dans la base sous-marine, et qui disaient, eux, ils posent, quand ça vient même du président de la République ou d'un supérieur hiérarchique, avant d'échafauder un plan d'action très précis. Ils résument en une phrase quel est l'objectif. Si un seul mot change, un seul mot dans la phrase de l'objectif, il faut tout le plan d'action à plat et recommence à zéro. Donc on voit bien qu'il faut que la vision, la mission, la vision, l'ambition soient claires, que ça soit ensuite décliné en objectifs stratégiques et, je vous l'ai dit tout à l'heure, les personas de qui on vise sont importants et après on échafaude le plan de bataille. Mais on ne peut pas le faire sans ça. J'y crois pas du tout.
Jean, on voit émerger en ce moment des nouveaux réseaux sociaux type TikTok. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis dessus? Non pas à titre personnel, mais plutôt d'un point de vue business. Bon, là, il faut faire amende honorable. On ne peut pas connaître l'intégralité des réseaux sociaux. Pour être honnête, aujourd'hui, je connais très peu TikTok. Je le suis, comme beaucoup de gens, pour essayer de voir quelles peuvent être les interactions. Alors, mon premier contact avec TikTok, c'est ma fille de 9 ans qui m'a montré des trucs dessus. Je vais être clair avec vous, ça ne m'a pas méga enthousiasmé. Et puis, mais parce que ça ne touche pas, en fait, des gens de mon âge. Je suis jeune, mais ça touche des gens encore plus jeunes que moi. À titre purement business, on le sait, et ce que je disais là, finalement, est assez symptomatique. TikTok, aujourd'hui, les marques vont l'utiliser. D'abord, c'est plutôt des marques quand même de grande consommation, plutôt grand public, qui vont l'utiliser pour aller viser des populations qui sont vraiment jeunes. Vraiment des très jeunes adolescents, voire des adolescents. Et aujourd'hui, je pense que c'est concrètement, en tout cas, un phénomène qui est à prendre en compte. D'abord parce qu'il commence à être assez hégémonique sur cette population-là. Il y a beaucoup de marques qui s'y essayent, qui testent des choses, qui ne savent pas complètement comment s'y prendre, mais c'est logique. Quand on fait du digital, on est sans arrêt en mode test. Aujourd'hui, on a choisi, nous, de se concentrer sur d'autres réseaux sociaux, aussi parce que les clients pour lesquels on travaille ne touchent pas cette population-là, que sont vraiment les jeunes adolescents. Du coup, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels se concentre AOC actuellement? Alors, il y a 3 réseaux sociaux sur lesquels on se concentre fortement, qui sont très différents. C'est LinkedIn pour la partie vraiment B2B, et donc la partie ce qu'on appelle social selling, pardon pour l'anglicisme. Et puis, le deuxième élément, qui est plutôt sur l'animation de communautés de consommateurs finaux, donc là plutôt B2C comme on dit, c'est Facebook et Instagram, qui sont toujours des réseaux qui sont ultra intéressants, contrairement à ce qu'on veut bien dire de Facebook, soi-disant il se démontait, etc. etc. Le taux d'inscription ne désemplit pas, et avec le Covid c'était même énorme. Instagram qui est relié, vous le savez, à Facebook, c'est aussi assez énorme et assez différent aussi en termes de positionnement. Donc ça, pour nous, c'est très très intéressant, en tout cas ces 2 éléments-là. Et on a choisi de se focaliser, on va dire, sur ces 3 réseaux sociaux, en se disant que à un moment donné, vaut mieux faire moins mais mieux. Je ne pense pas qu'on puisse être très bon partout. Ou alors, à un moment donné, bien évidemment, demain, par orientation stratégique, sentir que, par exemple, sur TikTok, il y a un truc à faire et que ça rentre dans l'égide de ce qu'on peut proposer à nos clients. Et auquel cas, à ce moment-là, on crée un développement. Notre métier, c'est de la R&D sans arrêt. Sans arrêt. Il y a des métiers social selling, on n'en parlait pas il y a 5 ans, 6 ans. Voilà, on l'a développé en 4 ans. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont assez importants. Et juste pour terminer, Facebook, on l'utilise aussi pour un autre élément, ce qu'on fait notamment pour nous et pour certains clients, qui n'a rien à voir avec l'échange avec leurs consommateurs, mais ce qui est la marque employeur. Voilà, c'est comment valoriser sa marque dans un objectif de recrutement demain. Ça, c'est, à mon sens, aussi un très bon réseau social pour ça. Alors, tu parlais de social selling. Est-ce que tu peux en quelques mots redéfinir le concept pour ceux qui n'en sont pas forcément bien familiers? sûr, non, en plus, c'est un concept qui est assez, qui reste quand même en fait assez émergent. C'est la manière d'utiliser un réseau social, notamment LinkedIn, pour en parler, dans un objectif de développement de ses ventes. Donc ça devient effectivement aussi un canal de développement commercial, d'acquisition client. Mais le social selling, il va s'appuyer sur un outil qui s'appelle LinkedIn, on est d'accord, mais qui va passer par du contenu, d'abord. Le contenu est très fort dans l'équation du social selling et qui va passer ensuite par de la démarche commerciale, c'est-à-dire vraiment de mise en relation individuelle. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, l'homme est plus fort que la marque. Donc, les collaborateurs et les collaboratrices doivent participer à la viralité, à la diffusion de ces messages-là. On appelle ça, alors ça commence à faire beaucoup d'anglicisme, mais de l'employé advocacy, c'est comment les salariés deviennent messagers, comment eux aussi recommandent leur entreprise, comment eux diffusent en fait le message à tout le monde pour égrener finalement cette notoriété, cette diffusion un peu partout. Donc forcément, il y a une réflexion sur le contenu. Et souvent, il est très mal fait parce que les gens vont commencer par vouloir se mettre en relation directement sans avoir apporté un service, un contenu, sans avoir fait réfléchir leur audimat sur l'avancement de leur parcours client en fait. Je vois trop d'entreprises aujourd'hui qui ont peur d'y aller. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, notamment, Covid est là, il y a moins de relations commerciales en face à face, physiques, et donc forcément les réseaux sociaux sont aussi un attribut qui est hyper intéressant. Est-ce que tu penses que les cordonniers sont les plus mal chaussés? Autrement dit, est-ce que votre stratégie de communication et de marketing prend autant de place dans l'emploi du temps d'AOC que les stratégies clients?
Alors je vais te répondre en tout temps. Je pense que ça peut arriver que les cordonniers soient les plus mal chaussés, mais je ne crois plus du tout à ça. Je le dis avec d'autant plus d'humilité que de temps en temps, on peut avoir nous aussi ce petit côté cordonnier. Mais je crois que c'est pas viable à l'avenir. Je vais t'expliquer très simplement pourquoi. Quand il y a plus de 5 ans de ça, j'ai voulu me former à ce qu'on n'appelait pas encore le social selling, qui était l'usage de LinkedIn pour développer les affaires. Je me suis rapproché d'une entreprise à Lyon, d'un gros cabinet qui mettait ça en avant, et puis je leur ai dit, d'accord, ils m'expliquent leur coût journée, qui était absolument faramineux. Je dis, à la limite, si c'est de l'investissement et qu'il y a un retour sur investissement, c'est de l'investissement, c'est pas un coût. J'aurais dit, ok, mais montrez-moi que ça marche pour vous, et puis après, vous viendrez me former. J'ai jamais eu la proposition commerciale. Et donc, on peut pas aller dire aux gens, je vais vous aider à être bon sur LinkedIn, si soi-même, on n'y est pas. Je vois des fois des agences qui me disent, pas à moi, mais qu'on fait de la veille et on voit social selling, et puis ils ont à peine une page LinkedIn, certains n'en ont même pas. Alors la page entreprise, on l'a dit, nous, on a 700 abonnés, c'est pas la plus... Mais c'est important aussi d'avoir un réseau, c'est-à-dire celui qui porte, moi j'ai un réseau quand même, parce que je me verrai pas dire, ah désolé, je sais faire, mais je fais pas pour moi, parce que comprenez, j'ai pas le temps. Voilà, donc on a des choses à améliorer avec beaucoup d'humilité et beaucoup de transparence. J'ai parlé de notre stratégie d'acquisition digitale sur notamment notre site web, clairement, donc on en a pris conscience, on met les moyens dessus et on y va. Mais à la limite, ça c'est pas le métier qu'on diffuse trop aux clients. Mais par contre, sur notre métier du social selling notamment, là, on ne peut pas être le cordonnier le plus mal chaussé. J'y crois pas dans la durée, en termes de crédibilité, en fait. Donc, ça demande de l'effort, parce que tous les jours, on s'autocritique, en fait. Mais bien évidemment, après, une fois qu'on s'est lancé dans la rampe de lancement, on a toujours des axes d'amélioration. Ça, c'est indéniable. On va bientôt arriver à la fin de cet entretien, Jean. On va passer à des questions un petit peu plus personnelles. Ouais. J'aimerais savoir, de ton point de vue, quel a été ton plus gros échec, comment tu l'as traversé, et comment tu as fait pour rebondir. C'est une question qui est délicate parce que dans la question que tu poses, tu parles de gros échecs. J'ai pas souvenir, et encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y en a pas eu, j'ai pas souvenir d'un gros échec. Finalement, le plus gros échec pour moi, peut-être à vivre, qui serait difficile à vivre, c'est comme tout le monde, c'est plutôt le souvenir de cette époque 2008-2009 où l'entreprise peut s'effondrer parce qu'un mauvais choix stratégique sur une filiale. Là, ça aurait été mon plus gros échec parce que je croyais beaucoup déjà à l'époque en l'agence AOC et aujourd'hui on est toujours là au bout de 17 ans sur un marché où tout le monde ne reste pas vivant et sur lesquels on était en croissance, un peu moins cette année, mais ça fait des années qu'on était encore en croissance, donc ça aurait pu être un échec. Après des petits échecs ou des échecs comment dire d'entreprise au quotidien, on en a fondamentalement tous, c'est-à-dire ça peut être un échec commercial quand on perd une affaire, ça peut être un échec de gens qu'on a souhaité amener derrière nous parce que l'humain c'est un truc hyper important chez nous pour limiter le turnover, etc. C'est dans l'ADN depuis le début. Et quand tu finis par perdre quelqu'un alors que tu pouvais compter effectivement sur encore faire un bout de chemin, tu te poses toujours la question de savoir ce que tu aurais pu faire de mieux. Et je pense que c'est sain, je crois que c'est Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, qui dit « Je passe 99% de mon temps à me demander si ce que je fais c'est bien ». Quelque chose comme ça. Je trouve que 99% c'est peut-être beaucoup, mais c'est vachement important ça. Voilà, donc on a forcément égrené certainement pas mal d'échecs, en tout cas de gros plantages, je sais pas, j'en ai pas le souvenir où ça m'a pas marqué. Et à chaque fois qu'on en a un, y compris perdre une affaire, alors là, c'est le meilleur moyen pour moi de me mettre un coup de pied. Pour comprendre pourquoi, parce que je pense qu'il y a un côté forcément où on se remet en question, et je pense que c'est sain quand on peut faire des erreurs avec nos clients. Ça m'arrive, ça arrive à mon équipe, etc. Personne n'est parfait. C'est toujours le meilleur moyen de regarder devant. En fait, on a toujours l'ADN ici, c'est ce qu'on essaye vraiment d'entériner, c'est qu'un constat, on le fait qu'une fois. Ça sert à rien de le refaire 10 fois. C'est à part bouffer de l'énergie là-dessus. Donc on fait le constat parce que c'est important de le faire. On essaye de regarder plutôt là où on va. C'est pas toujours simple, hein. C'est pas une grande théorie, mais finalement ça c'est le plus important. C'est comme disait le philosophe Michel Serres, ça sert à rien de se dire tous les jours que le monde est épouvantable. Travaillons plutôt à ce que nos gamins demain aient une meilleure vie. Et moi, je suis carrément là-dedans. Et au contraire, est-ce qu'il y a un succès dont tu es particulièrement fier, ou alors il n'y a pas de gros succès non plus? S'il n'y a pas eu de gros échecs, je ne sais pas s'il y a eu un gros succès. Finalement, le succès dont je suis particulièrement fier,
mais je le porte pas seul, c'est avec l'agence, c'est l'image qu'on nous renvoie de ce qu'est AOC, et qui me semble fidèle à ce qu'on essaye d'amener. Et comme on n'aime pas les écrans de fumée, on essaye d'expliquer vraiment ce qu'on est, avec nos qualités et puis forcément nos défauts. On a des traits de personnalité les uns les autres qui vont plaire, d'autres moins plaire. On a une ADN très forte de l'agence et qui permet aussi à l'équipe de se sentir fière et de se sentir bien. Il n'y a pas plus tard que, je crois que c'était vendredi dernier, on est en recrutement là, d'une personne en CDD et il y a un jeune homme qui nous a écrit par Facebook en disant « mais j'ai absolument envie de travailler chez vous parce que ça a l'air vraiment super ». Et comme ce que l'on montre c'est conforme à la réalité, parce que sinon ça dure pas bien longtemps. Je pense que c'est ça la fierté qu'on peut porter avec l'équipe, dont certaines personnes sont là. Je pense à Laetitia, Nathalie, depuis longtemps. Nathalie, à chaque fois je me plante, mais ça doit faire peut-être 12 ou 13 ans qu'elle est là. Donc je pense que c'est un élément qui est important. Voilà, c'est plus l'aventure humaine qui m'éclate. Après les gros succès d'entreprise, je sais pas, restons modestes aussi là-dessus. On a un podcast breton, donc tu as le droit aux questions Bretagne. Oui, tu peux. Question toute simple, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Mon endroit préféré en Bretagne, c'est l'endroit où je vis, c'est à Ploerno, c'est l'endroit où j'ai pas grandi, mais j'y ai fait toutes mes vacances. Donc finalement, mes vacances, quand j'étais petit, mes grandes vacances. Et donc fondamentalement, on a toujours une certaine forme d'appréciation, parce que c'était les meilleurs moments qu'on vivait quand on était enfant. C'est un endroit magnifique qui est hyper ouvert. Donc ça, c'est un endroit que j'adore absolument. Et puis un autre lieu que j'adore absolument et qui n'a rien à voir, qui est un lieu beaucoup plus confiné, que je fréquente beaucoup moins en ce moment, qui est le Vauban à Brest, qui est une salle de concert absolument exceptionnelle, dans tous les sens du terme d'ailleurs, exceptionnelle, parce qu'on n'en trouve plus beaucoup des comme ça. Question un peu plus difficile peut-être. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Non, elle est pas difficile, elle est certainement très personnelle. Moi, ce que je trouve être breton, c'est être justement ouvert et aimer aller voir partout et voyager. Finalement, ce qu'on peut se dire parfois, c'est que en France, on manque peut-être un peu parfois d'ouverture sur le reste du monde pour se rendre compte de ce qui se passe ailleurs et parfois de ce qui se passe en moins bien, de la chance qu'on a aussi. Même si tout n'est pas parfait, on n'est pas dans le monde des bisounours bien évidemment, mais on a quand même des grandes valeurs en France et on a quand même une qualité de vie qui est quand même assez indéniable. Et je pense que le breton, à travers toute l'histoire, a souvent été voyageur, il est allé partout, donc il a conscience de tout ça, de ce qui se fait peut-être de mieux ailleurs, mais de ce qui se fait aussi de moins bien, d'avoir fondamentalement cette ouverture d'esprit. La deuxième chose qui est fondamentale pour moi quand on est breton, c'est justement se parler vrai, c'est pas d'écran de fumée. Ce qui peut paraître être austère un peu pour les gens qui viennent au départ de se dire « Oula, ici c'est fermé », mais c'est fermé parce que c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la sincérité. Et pour moi, ça, c'est un élément qui est essentiel, la sincérité. Le parler vrai, l'engagement, en fait. On parlait de Produits en Bretagne tout à l'heure. Je pense que si Produits en Bretagne a réussi à être ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a un paquet de Bretons qui, indéniablement, se sont engagés. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, allez, disons-le bien, être breton, je ne sais pas si c'est être fier ou être chauvin, mais c'est peut-être quelque chose à mi-chemin entre les deux. Et si on est chauvin, c'est parce qu'on a certainement la chance de pouvoir l'être, en fait, au regard de tout ça, quoi. Mais en tout cas, c'est une région qui a l'habitude aussi de se débrouiller par elle-même. Et donc, ça crée aussi des gens qui sont entrepreneurs, même dans leur quotidien, même dans l'associatif ou autre. Je ne parle pas uniquement à titre professionnel. Les gens qui entreprennent quelque chose et qui attendent pas, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Tu me fais une transition parfaite. Tu viens de dire que les Bretons sont des entrepreneurs dans l'âme. Quelle est pour toi l'entreprise bretonne à suivre en ce moment ? Quelle entreprise je pourrais conseiller de suivre en Bretagne ? J'ai pas fondamentalement d'idées qui me viennent parce que finalement, ces entreprises, elles sont protéiformes. Moi, sur les engagements et les valeurs, je le dis tel que je le pense, et avant de le connaître, j'aime bien une marque comme Enaf, parce qu'elle m'attire de la sympathie, et elle m'attire cette idée du voyage. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire dans ces produits, bien évidemment, donc c'est plutôt, moi, le bon sens de la Bretagne. C'est le partager, c'est le bon copain qui va bien, c'est celui qu'on peut amener partout et qui nous sauve toujours la mise, même au milieu d'une soirée où on reçoit des copains qu'on n'avait pas prévus. Donc ça c'est une marque que j'aime bien en termes d'ADN et de philosophie.
Il y a une entreprise que je connais très peu, mais dont je trouve que son rayonnement international et son intelligence me semble assez intéressant, c'est Klaxoon. Voilà, je fais aucune originalité en disant ça, mais je prends ce contre-pied où là, on était quelque part l'ultra-innovation et dans l'expérience client, qui est très intéressante. En fait, ils ont réussi à retourner ce qui était une problématique, c'est-à-dire quelque part la gestion un peu pénible des réunions à outrance, en une expérience client beaucoup plus ludique. Et donc moi, je trouve que ça, c'est hyper sympa. Voilà, mais je pense qu'on ne peut pas se résumer à tout ça. Il y a tout un écosystème d'entreprises aujourd'hui, en Bretagne et ailleurs, mais qui sont hyper intéressantes à suivre et pour plein de raisons différentes. Merci beaucoup Jean de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Et si les auditeurs veulent te suivre ou suivre l'agence AOC, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? Ici, dans nos locaux. Bon, après, en ce moment, on peut pas recevoir tout le monde. Non, s'ils veulent nous suivre, on a notre site aoc-expérience au singulier.fr, aoc-expérience.fr. On a notre page LinkedIn aussi, c'est AOC, Agence Orientée Client. Et puis voilà, on a notre Facebook aussi, où on est un peu parfois en mode vlog, c'est-à-dire où on dévoile aussi ce qu'il y a derrière les murs en fait. Donc pareil, ça doit être AOC, Agence Orientée Client également sur Facebook. C'est un peu les endroits où on peut interagir les uns avec les autres. Merci beaucoup Jean. Merci beaucoup à vous deux et puis longue vie au podcast. Un grand merci à Jean Coinon de nous avoir reçus chez AOC et d'avoir partagé son parcours et ses réflexions dans notre podcast. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Jean, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux d'AOC dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. Et n'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!